impossible de faire une journée confiance numérique sans aborder la question des données personnelles et plus particulièrement la gestion des consentements. Et pour en parler, donc, deux invités cet après-midi. Sandrine Petitjean, donc, qui est DPO à l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes. L'ARS, c'est l'Agence régionale de santé. Bonjour Sandrine. Bonjour. Et puis Xavier Lefebvre, qui est directeur commercial de LuxTrust. Bonjour Xavier, même s'il n'y a pas de fond, c'est pas grave. Vous êtes là. Ah bah, il a perdu sa connexion Internet, c'est embêtant. C'est embêtant. Alors, d'autant que c'est d'autant plus embêtant que c'est avec lui qu'on voulait aborder cette question des consentements, parce que les données personnelles, on va dire qu'on a l'impression tous qu'on a fait le tour de la question depuis 2018, mais finalement pas vraiment, vous verrez. Et les consentements, c'est encore un autre sujet que finalement on a rarement abordé. Et bah écoutez Sandrine, ce que vous pouvez faire peut-être, c'est vous présenter et présenter l'ARS et votre fonction au sein de l'ARS en attendant, Xavier. D'accord, donc Sandrine Petitjean, je suis déléguée à la protection des données au sein de l'Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes et je suis également chargée de projet. Voilà, donc j'ai ces deux casquettes qui sont complémentaires. Donc je suis DPO depuis 2018, c'est-à-dire que j'ai piloté la mise en place du RGPD par le biais d'un comité de pilotage. Je l'ai intégré dans les processus et donc voilà, c'est-à-dire que c'est une démarche que je connais depuis longtemps aujourd'hui. Pourquoi je n'entends pas? Parfait. Ah. Alors Xavier, on t'entend, nous t'entendons. Oui. Alors. Rebonjour, excusez-moi pour ces petits problèmes techniques. Ça fonctionne? Tu nous entends? Tout va bien? Oui. Ok, bon alors parfait. Alors Sandrine s'est présentée. L'occasion, moi je te passe la parole aussi pour présenter LuxTrust, que certains peut-être parmi nous ne connaissent pas. Alors pour cela, je charge le média. Voilà. Donc une présentation rapide et après on entrera vraiment dans le vif du sujet. Très bien, merci Eric. Bonjour à toutes et à tous. LuxTrust en quelques chiffres, c'est une société à l'origine luxembourgeoise, acteur systémique à Luxembourg, qui a aujourd'hui des implantations à Paris, Bruxelles et Monaco, quasiment 25 millions d'euros de chiffre d'affaires l'année dernière, un peu plus de 120 employés. Et le cœur de notre métier, c'est d'être prestataire de confiance qualifié au sens de la réglementation eIDAS. Et donc, autour de ce métier, qui est le cœur de notre métier, si tu peux passer à la slide suivante, Eric. Donc, ce cœur de notre métier historique qui est de délivrer des identités numériques à l'ensemble de la population luxembourgeoise et aux travailleurs frontaliers, ce qui représente aujourd'hui un peu plus de 750 000 personnes. Autour de ce cœur de métier historique, LuxTrust propose un certain nombre de services de confiance, donc soit qualifiés eIDAS, soit non encore qualifiés eIDAS comme l'archivage mais qui va l'être dans eIDAS V2, ou encore la gouvernance des données personnelles et en particulier le consentement qui est le sujet qui va nous intéresser aujourd'hui. Voilà, qui fait partie aussi de la confiance numérique, voilà, qui est même au cœur de la relation entre une entreprise et ses clients. Et alors justement, comme LuxTrust gère les identités, c'était logique que LuxTrust aussi se mette à gérer les consentements. Mais avant d'en venir à la manière dont on peut gérer tout ça, déjà, moi j'ai été frappé quand on en a parlé ensemble du fait que pour moi le côté de gestion des données personnelles et autorisation, ça s'arrêtait aux cookies ou s'arrêtait au OK accepté qu'on a sur et qu'on donne sur les sites auxquels on accède, mais qu'en fait derrière effectivement il y a quand même d'autres types de consentements qui sont plus engageants et c'est ces consentements-là qui concernent cette session. Alors justement, Xavier, est-ce que tu peux nous préciser un petit peu les différents types de consentement? Oui, c'est vrai que derrière le consentement, il y a plusieurs réalités.
Alors le consentement, il a été défini de façon assez stricte dans le RGPD, hein, le 25 mai 2018, mais c'est pas le seul texte qui encadre les consentements. Les consentements sont déjà évoqués dans la Charte fondamentale des droits de l'Union européenne. Il y a également la directive privacy de 2002 qui encadre justement le consentement dans certains secteurs. Il y a aussi le code de la santé publique en France. Enfin voilà, donc il y a vraiment tout un ensemble réglementaire qui régit les consentements en fonction des cas d'usage. Alors tout le monde connaît effectivement le consentement au dépôt de cookies, qui je pense embête la plupart d'entre nous, mais c'est vraiment que la partie émergée de l'iceberg. Le consentement explicite au sens du RGPD, il permet déjà à un responsable de traitement d'effectuer des traitements qu'il ne serait pas autorisé à faire autrement, d'une part. Et un des cas d'usage qui se développe de plus en plus ces dernières années, c'est le consentement pour partager des données personnelles avec des tiers. Et là, en l'absence de relations contractuelles entre une entreprise et un de ses sous-traitants qui effectuerait pour elle des traitements, ou en l'absence d'obligations légales, la seule base sur laquelle on peut s'appuyer pour effectuer ces échanges et donc bénéficier d'un avantage collaboratif, c'est le consentement explicite de la personne. Voilà. Et ce consentement, on va l'obtenir si on est capable de gagner, d'entretenir la confiance de nos clients, de nos citoyens, des patients. D'autant qu'il y a des vrais enjeux derrière. J'ai bien l'impression derrière cette gestion des consentements, parce que visiblement les amendes, en tout cas les entreprises qui se font épingler par la CNIL, c'est souvent au sujet des consentements. Oui, tu as raison, parce que c'est un des aspects les plus visibles de la conformité ou de la non-conformité d'une organisation, conformité RGPD, j'entends. La conformité RGPD, s'il y a des DPO parmi nous qui nous écoutent aujourd'hui, ils savent que c'est un gros travail. Il y a énormément de choses à mettre en place en interne, et la plupart de ces choses ne se voient pas de l'extérieur, alors que c'est un gros travail. À l'inverse, le consentement, lui, est exposé vers l'extérieur. Et du coup, le consentement est visible par tout le monde s'il est valide, fait correctement ou s'il ne l'est pas. Et c'est vrai que sans surprise, 3/4 des amendes qui ont été prononcées au titre du RGPD concernent de près ou de loin un défaut de consentement, une absence de celui-ci, une non-validité de celui-ci, etc. Mais c'est effectivement la partie la plus visible en réalité. J'imagine aussi, puisqu'en ayant quand même un petit peu creusé la question, qu'il y a derrière tout ça des enjeux aussi d'expérience utilisateur, parce que en tant que moi, consommateur ou collaborateur professionnel, ce consentement, c'est pas toujours très clair, c'est pas forcément toujours expliqué en langage simple et précis. Est-ce que j'ai la possibilité de refuser? Des fois, je ne sais même pas. Est-ce que c'est déjà des cases précochées que je dois décocher en fait Bref, bon, il y a une question encore d'expérience utilisateur là-dedans. Je me trompe? Oui, alors dans la théorie, les cases précochées, Eric, ça ne devrait plus exister. Voilà. Voilà. Bon. Dans la pratique, c'est vrai qu'on voit quand même encore parfois quelques manquements. Il y a aussi ce qu'on appelle des dark patterns qui peuvent être utilisés, c'est-à-dire un petit peu des parcours utilisateurs ambigus qui ont tendance à favoriser l'opt-in, donc la collecte du consentement, plutôt qu'une transparence. Mais en réalité, ce qu'on observe, et c'est un peu contre-intuitif au départ, mais c'est que plus on va offrir de choix à l'individu, à la personne concernée, plus on va lui donner la possibilité de changer d'avis plus tard, plus les gens vont être tentés d'accepter en fait et de pas refuser le consentement. En général, quand on rentre en relation avec un prospect, un client ou en tant qu'individu avec une entreprise, c'est qu'il y a quelque chose qui nous intéresse. On a un minimum de confiance envers elle, et donc ce bénéfice initial, si on voit que ça va être facile après de changer d'avis, on n'a pas de raison de dire non. Voilà, et ça c'est un petit peu contre-intuitif, mais c'est vraiment ce qu'on observe. Donc la transparence et de faciliter la modification éventuelle du consentement plus tard, en fait, augmente les taux d'acceptation et les taux d'opt-in. Et là, on offre évidemment une bonne expérience à l'utilisateur. Hein, voilà. Oui, c'est ça. Ça a un impact sur le taux derrière d'acceptation de l'utilisateur. C'est ça le principal intérêt. Voilà. Et c'est vrai que les entreprises ou même
les services publics, hein, voilà, sont très attentifs aux parcours qui sont proposés, à ce qu'on appelle l'expérience utilisateur, l'expérience client ou l'expérience de l'usager, etc. Et dépensent des moyens assez importants pour soigner la qualité de cette relation. Et moi, j'ai souvent l'impression que le consentement est un petit peu le parent pauvre dans le soin qu'on apporte à cette interaction-là, parce que c'est une interaction à part entière qu'on a avec un potentiel futur client. C'est parfois même une des premières interactions qu'on a avec lui. Et comme toute interaction, ça peut être une bonne expérience ou une mauvaise. Et en faire une bonne expérience, moi, c'est ma conviction, ça permet de cranter déjà un petit peu plus loin vers un futur acte d'achat ou une future collaboration. Et alors, tu parlais de collaboration B2B, du consentement pour échanger des données entre entreprises. Alors là, quels sont les enjeux derrière? C'est des enjeux encore supérieurs que simplement mon acceptation à, je sais pas moi, d'ailleurs, je sais même pas, des fois, je lis même pas à quoi je consens, donc c'est bien le problème, je pense. Alors, tu as dû voir que, comme nous tous, un des cas d'usage assez fréquents, c'est est-ce que vous souhaitez recevoir des offres commerciales de nos partenaires, par exemple. Exact. Donc, voilà, là, ça veut dire qu'un fournisseur de biens ou de services a pris le soin de lier des partenariats avec des entreprises qui ont des offres complémentaires pour augmenter quelque part le service qui est rendu, quoi. Et donc, par contre, pour que le parcours reste fluide et que ce partenaire puisse à nouveau rentrer en contact avec toi pour te proposer quelque chose qui est censé t'intéresser, il faut ton autorisation préalable pour que ce transfert de données puisse avoir lieu. Donc ça, c'est entre vraiment des réseaux de partenaires qui se seraient constitués, mais on voit bien que c'est une tendance forte aujourd'hui de constituer ce type de réseau pour faire du cross-sell, hein, tout simplement, mais aussi parfois entre entités d'un même groupe. On a des enjeux justement pour fidéliser un client, ou alors si on a un client qui est déjà sur une activité du groupe, au hasard un produit d'assurance, et qu'on souhaite l'orienter également vers l'offre de produits financiers qu'on peut avoir, là pareil, il peut y avoir besoin de transférer un certain nombre de données personnelles ou au moins une autorisation de le contacter pour ces finalités-là, et ça repose une nouvelle fois sur le consentement. Je comprends. Sandrine, je me tourne vers vous. La gestion des consentements, c'est aussi un sujet au sein de l'ARS? Moindre, parce que la plupart de nos missions reposent sur une base légale, c'est-à-dire qu'on est dispensé du recueil du consentement. Par contre, on accorde une importance particulière à la fiche de traitement. C'est-à-dire que sur notre site internet, on a une fiche descriptive de ce qui est fait du traitement, la finalité, la durée de conservation, tout ça, c'est affiché et on tente d'être très transparent sur ce qui est fait des données. C'est-à-dire que bien qu'on n'ait pas de recueil explicite du consentement, on tient une fiche de traitement à jour et à disposition de tous, laquelle mentionne également toutes les voies de recours pour permettre aux personnes d'avoir accès à leurs données. Après, la difficulté que l'on rencontre aujourd'hui, c'est qu'il peut y avoir un écart entre la finalité initiale du traitement et d'autres finalités qui peuvent être développées dans le cadre de l'intelligence artificielle. Parce qu'aujourd'hui, on est nous aussi confrontés au problème de la gestion en tant que DPO de la data, l'intelligence artificielle, la création de bases de données pour faire fonctionner tout ça. Et là, on peut être confronté à la mise en place d'autres finalités qui n'existaient pas au départ, qui ne sont pas prévues par le traitement initial. Donc, ça nous obligerait, puisque tout ça, c'est quand même des évolutions qui sont en cours, à revenir vers la personne, puisque l'introduction d'une nouvelle finalité veut dire recueil explicite, cette fois, du consentement. Par exemple, dans le cadre de la recherche médicale, une nouvelle finalité, on réutilise des données qui ont été collectées au départ, par exemple pour mise en paiement dans le cadre de la recherche médicale, ça nous oblige à revenir vers les personnes pour recueillir un consentement explicite. Et lorsqu'on est par exemple sur des données relatives à des passages aux urgences des personnes, donc bien sûr elles sont rentrées chez elles, il faut l'espérer,
Et bien là, c'est très compliqué parce qu'il faut les retrouver. Comment communiquer avec ces personnes? On ne va pas leur envoyer un email en leur disant coucou, on utilise vos données dans le cadre de la recherche médicale, ce serait beaucoup trop compliqué. Et donc aujourd'hui, il y a quand même un écart entre ce que l'on sait faire en termes de recueil du consentement et la construction de nouvelles bases de données dans le cadre de l'utilisation de l'intelligence artificielle. Alors c'est là que l'utilisation d'une plateforme quand même de gestion des consentements, comme celle que LuxTrust propose, pourrait être intéressante. Alors Xavier, je me retourne vers toi, parce que cette offre, elle est née d'une fusion entre, du rachat par LuxTrust de Fair and Smart. C'est bien ça? Raconte-nous un petit peu l'histoire et la genèse de cette plateforme, et puis ce qu'elle permet de faire, parce que là, c'est là où c'est intéressant. Oui, donc, alors, Fair and Smart est un éditeur français de solutions de gouvernance des données personnelles que j'ai fondé en 2016, effectivement, que certains auditeurs connaissent peut-être déjà, et qui propose des solutions pour gérer les aspects visibles de la conformité RGPD. Donc concrètement, c'est les trois aspects qu'on vient d'évoquer. Donc la collecte du consentement, les réponses aux demandes d'exercice de droit, également de droit RGPD, comment on en fait une bonne expérience, et enfin le partage, ou en tout cas l'intermédiation de données personnelles, qui est un foyer de réserve de valeur. Et effectivement, Fair and Smart a rejoint le groupe LuxTrust très récemment, fin d'année 2023, pour se rapprocher quelque part, justement, rapprocher le consentement de l'identité numérique. Le consentement, globalement, soit se rapproche de l'identité, soit se rapproche de la data, mais c'est les deux mouvements qu'on observe aujourd'hui, et ça avait du sens de se rapprocher de l'identité, puisque comme dans le cas d'usage que Sandrine vient de présenter, effectivement, dans les programmes de recherche, c'est très fréquent que les finalités finalement évoluent au cours du programme. Et là, comment recontacter les personnes concernées par les données qu'on traite, etc. C'est assez compliqué si on n'a pas initié un parcours digital, ou en tout cas un espace numérique pour le faire assez facilement dès le départ. Et un des enjeux derrière qui se pose assez fréquemment, c'est comment on identifie la personne, de façon certaine, la personne à qui on a affaire. Il y a la méthode classique papier, où on rentre dans un programme, on signe tous les, on va dire le pacte contractuel, si je peux l'appeler comme ça, même si c'est un peu un abus de langage, mais par rapport au programme de recherche qui démarre, avec les coûts associés au traitement papier. On sait qu'un formulaire papier, c'est 6 à 7 euros à peu près, le coût d'un traitement sur la durée de vie, entre le faire signer, l'archiver, etc., versus des processus numériques ou digitalisés qui permettent là des vraies économies très rapides, pour autant qu'ils soient mis en œuvre tout de suite. Et donc une plateforme de gestion des consentements, couplé avec une gestion des identités fiable, si possible avec une authentification forte dans le domaine de la santé, au minimum, permet vraiment de fluidifier ces échanges, d'avoir des interactions beaucoup plus régulières, d'informer aussi, et donc je pense qu'à la fin, les bénéfices sont nombreux pour toutes les parties prenantes. Et cette plateforme, donc, elle permet de quoi? De gérer le cycle de vie de tous ces consentements, de savoir comment ils sont exploités, quel contrôle. Explique-nous un petit peu plus en détail. Oui, alors c'est vrai que la gestion des consentements, souvent quand on parle de gestion des consentements, la plupart des personnes pensent que c'est simple parce qu'ils envisagent la collecte uniquement, c'est-à-dire c'est une case à cocher et puis après je suis tranquille. Donc ça c'est pareil, c'est la partie visible. En réalité, ce qui est compliqué dans le consentement, c'est d'une part d'être en mesure de garantir sa validité. Donc pour qu'un consentement soit valide, il faut qu'il soit informé, non ambigu, une action positive claire. Il y a un certain nombre de conditions qui sont stipulées, et surtout un des enjeux, c'est de pouvoir démontrer la validité des consentements collectés. Donc ça, c'est la logique du RGPD qui renverse un petit peu, si je puis dire, la charge de la preuve. C'est l'approche anglo-saxonne de principe de accountability qui est assez différent du droit français. Donc ça implique de pas mal documenter les choses. Et en l'espèce, sur le domaine du consentement, d'être en mesure de démontrer que les consentements qu'on a collectés sont valides. Donc, une plateforme de gestion des consentements comme Fair and Smart va le faire en
systématiquement en éditant un reçu de consentement qui va être horodaté, signé, à la fois lisible par machine et lisible par un humain, et qui va pouvoir être consulté soit en cas de contrôle d'une autorité de contrôle comme la CNIL ou la CNPD au Luxembourg, soit en cas de litige avec la personne. Et derrière, donc, il y a cet aspect vraiment démontrabilité de la validité des consentements, il y a l'aspect utilisation de la base de consentement. Et là, la logique, en tout cas les architectures logicielles les plus efficaces que j'ai pu voir, reposent sur la mise en œuvre d'une base unique de vérité qui va en temps réel tenir à jour tous les consentements des personnes avec lesquelles l'entreprise ou l'administration interagit si elle en a besoin. Donc, en temps réel, une mise à jour, et cette base unique de vérité est connectée aux autres applications du SI qui ont besoin d'interroger cette base avant d'effectuer certains traitements. Et donc là, on est certain de bien prendre en compte à l'instant T les derniers choix de la personne, quel que soit son dernier canal d'interaction, parce que ça, c'est le dernier challenge. Il peut y avoir aujourd'hui des canaux différents d'interaction avec une même personne, donc le mobile, le web, mais aussi des guichets physiques assez souvent, des call centers. Et donc, d'avoir cette base unique de vérité où, quel que soit le dernier canal d'interaction, on va tenir à jour les consentements et préférences de la personne, c'est la garantie d'une part de ne pas faire de traitements pour lesquels on ne serait pas autorisé à les faire, mais aussi de prendre en compte et donc de satisfaire quelque part un petit peu plus la personne, le client, en prenant en compte ses derniers choix, ses dernières préférences. Et ça, c'est pour le coup techniquement beaucoup plus compliqué qu'une simple case à cocher. Oui, j'imagine. Et donc, Sandrine, de votre côté, au sein de l'ARS, avec quels outils vous gérez ces données personnelles? D'ailleurs, c'était une question qui a été posée, est-ce qu'elles sont anonymisées? Et avec quels outils vous gérez tout ça? Puisque les consentements, c'est une question que vous posez finalement pas encore. C'est-à-dire que des données directement identifiantes, on en a peu. On est souvent sur de la donnée indirectement identifiante. C'est-à-dire qu'une personne qui a eu une pathologie dans un service d'urgence un jour donné, eh bien, c'est directement identifiante. Un hélicoptère qui intervient à un endroit donné pour suite à un accident, c'est directement identifiant. Donc, on a très, très peu de noms, mais la CNIL considère que les personnes sont directement identifiables et donc on rentre dans le cadre du RGPD. Alors, il est important aujourd'hui que le DPO, le DPO soit associé dès le début du projet. Ça, c'est vraiment important parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est quand même sur des problématiques de plus en plus complexes, intelligence artificielle, etc. Et si on n'a pas associé le DPO au début pour réfléchir au recueil du consentement, c'est très compliqué de récupérer le dossier, de le mettre en conformité par la suite. Lorsque l'on doit recueillir le consentement, on le fait. Les problèmes auxquels nous sommes confrontés, c'est la vérification de l'identité. Parce que si on fait quelque chose de manuel, on envoie un questionnaire papier à tout le monde, comment vérifier que la personne qui a coché la case et qui a signé nous le retourne est bien la bonne personne? Donc, on tente de le faire, mais on est quand même confronté à cette difficulté de vérification de l'identité. Et effectivement, il nous faut des outils, donc on y travaille pour connecter les réponses et les logiciels. C'est important, une fois qu'on a récupéré une liste de consentement, comment vérifier sans perdre trop de temps que la personne dont on traite le dossier a bien donné son consentement. Donc là, il faut bien y réfléchir en amont du projet parce que il faut pas, non seulement il faut recueillir les consentements, mais il est très important de le connecter à la base de données de traitement parce que sinon c'est impossible. Donc on le fait de façon probablement artisanale. On a une marge de progrès importante, mais on y travaille. Mais ça fait partie, puisque avant on avait cette base légale, donc peu de besoin de recueil explicite de consentement. Ça fait partie des nouvelles problématiques auxquelles nous sommes aujourd'hui confrontés. On n'a pas l'habitude de gérer ça. Mais vous devez avoir une base de données énorme créée. On a des bases de données qui sont vraiment énormes. Oui, oui.
On a des bases de données en santé, on en a beaucoup. Dans mon registre de traitement, j'ai presque 200 traitements avec des données personnelles. Donc, ouais, on a des bases de données qui sont très sensibles. On en a sur les parcours de soins sur le cancer, voilà, on en a sur les soins sans consentement. On a vraiment de la donnée de santé très sensible. Mais pour ces données, on est dispensé du recueil explicite du consentement, tant que l'on ne se dirige pas vers un programme de recherche qui peut être aujourd'hui lié à l'utilisation de l'intelligence artificielle. Donc, ben justement, vous disiez que l'intelligence artificielle, en tout cas en médecine, c'est vrai que ça permet d'avancer très rapidement sur certains sujets. Mais concrètement, est-ce qu'il y a des choses qui sont faites au sein des établissements hospitaliers pour, je ne sais pas, pour des programmes de recherche? Qu'est-ce que vous faites pour prévenir, en tout cas, les gens? Est-ce qu'il y a des affichages qui sont faits? Je n'en sais rien. Oui, oui, il y a déjà tout programme de recherche est soumis à une déclaration MR04, hein, c'est-à-dire une déclaration CNIL dans le cadre de l'étude sur la personne humaine. Oui, et puis sinon, ouais, il y a des affichages qui sont faits. En fait, il faut toujours l'avoir prévu en amont. En amont, ça permet d'informer. Le problème, c'est lorsqu'on décide de faire ce type d'études a posteriori, lorsque les données sont déjà collectées. Parce que là, on n'a pas pu l'anticiper et l'intégrer dans l'information qui est faite à la personne. Et donc, dans ce cas-là, il faudrait être en capacité de les recontacter, de les informer. Et tout ça, c'est des choses qu'on doit apprendre à faire. D'accord, donc il y a un vaste chantier là-dessus, mais il y en a peut-être un autre, parce que finalement, je vous ai entendu parler tous les deux d'identité, que le premier pas, c'était d'identifier les personnes, et l'identité numérique, ça pourrait être finalement une bonne clé d'entrée, mais pour l'instant, en France, l'identité numérique, on l'a pas trop. Qu'est-ce que vous en pensez tous les deux? Alors, ça avance quand même, Eric, avec France Identité Numérique. Ça fait 10 ans qu'on en parle. Ça fait 10 ans. Je regardais les dates. Je me dis, ça fait 10 ans qu'on en parle. C'est fou à quel point ça va lentement. Oui. Alors, moi, je pense qu'on n'a jamais été aussi près, voilà, et que on y arrive. Bon, la France n'est pas le seul grand pays d'Europe à être en retard sur ce point. On voit qu'à part les petits pays, je le dis sans aucun jugement de valeur, mais comme le Luxembourg ou l'Estonie, qui sont très tôt dotés d'identité numérique pour l'ensemble de leurs citoyens. Voilà, tous les grands pays sont confrontés au même problème. Par contre, clairement, ça va être un facilitateur phénoménal, en tout cas pour justement assurer une meilleure circulation des données personnelles. Je rappelle souvent que dans le sous-titre du RGPD, c'est le règlement général pour la protection des données à caractère personnel et la libre circulation de celle-ci. On oublie souvent que c'était quand même une des ambitions initiales du RGPD. Et pourquoi on parle de la libre circulation des données personnelles? Parce que la valeur des données réside dans l'usage qu'on en fait. Une donnée personnelle, c'est pas une pièce d'or. Si on l'enferme dans un coffre, on va pas prendre de la valeur ou quoi que ce soit. C'est l'usage qu'on en fait qui va permettre justement de créer des bénéfices qui soient individuels ou collectifs. Et résoudre du coup, et je me réjouis vraiment, je pense qu'on n'a jamais été aussi près qu'en France, on ait une identité numérique largement diffusée, etc., va en premier lieu favoriser ces échanges de données. Sans rentrer dans les détails aussi il y a IDAS V2 qui est en train d'arriver, il y a aussi le wallet européen qui va permettre de partager également des attributs personnels. Enfin voilà, ce mouvement est initié. Alors oui, c'est long, oui, il y a des challenges techniques à adresser et c'est vrai que pour se projeter, tous autant qu'on est, on a besoin de cas d'usage assez évident, assez concret, où on perçoit la valeur tout de suite. Ces cas d'usage, ils sont en train d'émerger. Mais derrière ces cas d'usage où on a tout de suite un bénéfice personnel, il y a les programmes de recherche comme ce que Sandrine vient d'évoquer, où là, d'accord, on est dans du temps long, on est dans des
on n'est pas dans un bénéfice immédiat. Pour autant, c'est des enjeux que l'Europe doit absolument relever par rapport à d'autres territoires ailleurs sur la planète où la législation n'est pas la même, où le rapport aux données personnelles n'est pas le même, et avec lesquels, pour autant, il faut qu'on soit en mesure de porter nos valeurs et notre vision du respect des données personnelles demain. Voilà. Et ça, c'est des enjeux qui doivent nous faire bouger aujourd'hui et nous faire avancer sur la mise en œuvre de ces techniques, de ces technologies et de la courbe d'apprentissage au niveau des usages. Et d'ailleurs, au sein de ce wallet dont tu as parlé, il y a une gestion des consentements qui est prévue, qui est intégrée ou C'est encore un peu flou. Alors, est-ce qu'elle va y être dès le départ by design? Est-ce qu'elle doit être imposée? Est-ce qu'elle va être externalisée? En tout cas, à coup sûr, il y aura une gestion de consentement qui devra être intégrée dedans, dans la mesure où, avant de partager des attributs, par définition, il va falloir que le détenteur de ces attributs ait l'autorisation de les partager à un tiers pour des finalités précises. Et le tiers réutilisateur peut ou pas, ça dépend, avoir une base légale qui est également le consentement pour ces finalités de réutilisation. Mais il pourrait aussi bien s'appuyer sur une autre base légale, le contrat ou autre. Enfin, voilà, tout ça sont des cas d'usage qui peuvent se présenter, mais à coup sûr, il doit y avoir une gestion de consentement dans ce wallet. Quelle forme elle prendra? Qui doit la fournir? Est-ce que ça rentre dans l'obligation des États qui sont obligés de fournir ce wallet, de fournir également une gestion des consentements dans ce wallet? Je crois qu'aujourd'hui, la question n'est pas tranchée, mais il y a peut-être des experts qui nous écoutent qui savent mieux que moi sur ce point précis. On demandera peut-être juste après à nos avocats s'ils ont des infos là-dessus. Je leur poserai la question. Et de votre côté, Sandrine, cette identification numérique des patients, ce serait aussi peut-être quelque chose de pas mal, non? Oui, ce serait quelque chose de très attendu. Nous, on a souvent affaire à des personnes vulnérables. Donc, il faut faire attention aux termes utilisés dans le consentement. Ça doit être clair et compréhensible par la personne en face avec ses connaissances. Donc, ça sera très attendu, mais il faudra qu'on puisse reformuler le consentement pour que ça soit adapté au type de personne qu'il y a en face. Mais d'ailleurs, en termes de consentement, une entreprise peut mettre le texte qu'elle souhaite. Il n'y a pas de modèle type, il n'y a pas de règles particulières, Xavier? Il y a une fiche type sur le consentement doit être accompagné d'une fiche descriptive du traitement qui comprend certains items qui sont quand même le fondement, la base légale, les finalités, la durée de conservation, les voies de recours. Donc là, il y a cette fiche type qui doit être mise à disposition et le consentement, par exemple, s'il s'adresse à un enfant, doit être compréhensible par l'enfant. Il faut quand même, il faut adapter le consentement aux personnes auxquelles il s'adresse. Oui, je confirme, effectivement, il faut, enfin ça c'est dans toutes les recommandations de l'EDPB, notamment le European Data Protection Board, qui est le regroupement des CNIL européennes. Il faut éviter le jargon juridique, il faut éviter les jargons de métier, enfin il faut que le consentement, la finalité du consentement, etc., et les éventuelles conséquences d'accepter ou de refuser soient facilement compréhensibles par tout un chacun. Et d'ailleurs, c'est une des choses que peut apporter une plateforme de gestion des consentements, c'est d'avoir des formulations qui vont être adaptées à différents publics. C'est-à-dire que quand on est capable d'identifier, parce qu'il y a un espace client ou autre, que du coup là on a affaire à une personne un peu plus jeune qu'une autre, potentiellement on va lui demander le consentement pour un même traitement et des mêmes finalités d'une façon différente que de la manière dont on va s'adresser à une personne de plus de 60 ans, par exemple. Donc, être capable de jouer aussi sur cette formulation-là pour faciliter la compréhension, mais aussi, une nouvelle fois, pour avoir une expérience utilisateur qui soit valorisante, valorisée et homogène au niveau de tout le parcours digital, c'est important.
est important. Et aujourd'hui, il y a des entreprises qui sont déjà voilà, plutôt matures sur ce sujet-là. D'accord. Et une question que je me pose, et là je me tourne de nouveau vers vous, Sandrine. Est-ce que avec la base de données que vous avez, vous êtes capable, vous pouvez faire à peu près tout ce que vous voulez? Ou est-ce qu'il y a quand même, c'est très restrictif? Est-ce que vous pouvez croiser différentes bases à des fins de recherche? Est-ce que tout est possible ou ça demande aussi là des autorisations, une procédure? Disons que si on croise, on peut croiser les données, oui, mais ça nécessite une autorisation CNIL. Et à partir du moment où on demande une autorisation CNIL, ils vont nous demander le PIA, l'analyse d'impact. Et dans le PIA est posée la question du consentement, enfin de la base légale, ou du consentement s'il s'agit d'un retraitement. Donc, on ne peut pas avoir notre autorisation CNIL si on n'a pas traité ce problème du consentement. Donc, c'est un peu… on va rappeler ce consentement. Oui. Oui, je vois une question dans le chat d'ailleurs. Voilà, faut-il un traitement spécifique pour les données sensibles? Précisément dans la logique du RGPD, donc ce qu'on appelait les données sensibles, donc maintenant les données à caractère particulier, hein, comme justement les données de santé, l'orientation sexuelle, les opinions politiques, etc. Le principe du RGPD, c'est que le traitement sur ces données-là est interdit. Voilà, la base, c'est il est interdit, sauf, et là, on a les conditions dérogatoires, et une des conditions dérogatoires, c'est le consentement explicite de la personne sur le traitement de ces données-là. Alors, il y en a d'autres, comme dans les missions de l'ARS, hein, qui sont effectivement les obligations légales, j'imagine peut-être de l'intérêt public parfois, voilà, mais et plutôt, il y avait une question sur les données anonymisées. Alors, des vrais procédés d'anonymisation, en fait, ils sont assez peu nombreux. Il y a parfois une confusion entre pseudonymisation et anonymisation, et c'est quand même deux choses très différentes. Typiquement, si on chiffre des données, on peut considérer qu'elles sont pseudonymisées, mais pour autant, si par recoupement ou parce qu'on casse le chiffrement, on réussit à récupérer les données, elles sont pas anonymisées. Une anonymisation des données est forcément un processus irréversible. Ça veut dire qu'on ne va pas pouvoir, quelle que soit la manière dont on s'y prend, récupérer les données initiales qui soit identifient de façon certaine une personne, soit pourrait l'identifier en le recoupant ces données avec d'autres. Voilà. Donc la beauté des données anonymisées, c'est que c'est plus des données personnelles et du coup le RGPD ne s'applique plus. Voilà. Par contre, voilà, pour réellement anonymiser des données, c'est assez compliqué. Voilà. Oui, effectivement, anonymiser des données tout en parvenant à poursuivre l'objectif, à atteindre l'objectif, c'est compliqué. On est très souvent dans la donnée qui est pseudonymisée, donc un retour en arrière est possible ou il est possible de deviner de qui il s'agit et donc on est dans le cadre CNIL. Donc le cadre des déclarations d'études MR 04 ou des déclarations CNIL complètes. Alors, il y a quand même… Je m'interroge aussi, et ça peut être la dernière question, c'est-à-dire qu'en Europe, là, on a mis un cadre quand même très rigide autour de la gestion des données, des consentements, etc. Ça se passe comme ça chez nous en France, mais dans le reste du monde, ça m'a pas l'air d'être quand même tout aussi encadré. Je me trompe? Alors, vous avez une vision de ce qui se passe ailleurs? Oui, alors le RGPD fait des petits quand même, Eric. Alors le RGPD est un texte qui évidemment, moi, pour des raisons évidentes, me tient à cœur, mais ça a quand même été un des premiers textes européens qui est extraterritorial, c'est-à-dire qui s'impose à l'ensemble des pays du monde pour autant qu'elle traite des données d'Européens. Et je crois que c'est la première fois que l'Union européenne a fonctionné comme ça, un petit peu à l'américaine. Donc ça, je trouve ça très bien. Mais les concepts qui ont été posés par le RGPD ont été repris et sont de plus en plus repris par les législations
qui encadre justement l'utilisation des données personnelles un petit peu partout dans le monde, que ce soit à Singapour. En fin d'année, si je ne me trompe pas, c'est les Émirats arabes unis et l'année prochaine l'Arabie saoudite qui ont voté vraiment des RGPD-like. Enfin, on retrouve exactement les mêmes principes. Les territoires où par contre il n'y a pas trop, enfin voire pas du tout, c'est la Chine, qui reste aujourd'hui un gros acteur qui traite beaucoup de données, la Russie, et aux États-Unis c'est très compliqué parce que il n'y a pas de texte fédéral pour l'instant, donc il y a chaque État. Le plus connu, c'est le CCPA de Californie, donc les États ont pu mettre en œuvre des réglementations, mais pour se mettre d'accord à 51 États, ou je ne sais plus si c'est 51 ou 52, là c'est compliqué, et probablement, et l'État fédéral a fait marche arrière l'année dernière parce qu'il a compris que le terrain commun serait inférieur, par exemple, à nombre de textes qui sont déjà en vigueur dans certains États. Et donc, au lieu de faire un texte fédéral qui protège moins, probablement que, en tout cas, d'après ce que je sais aujourd'hui, c'est en stand-by et chaque État avance un petit peu à son rythme. Voilà. Mais au Brésil, le LGPD, par exemple, ressemble beaucoup au RGPD. Donc, c'est environ 3/4 aujourd'hui de la population mondiale, on estime, qui est couvert par une réglementation type RGPD. C'est pas mal. Ouais, pareil. C'est pas mal, je ne savais pas. Écoutez, ce sera certainement le mot de la fin, peut-être, ou alors je vous le laisse. Peut-être, Xavier, comment s'appelle le nom de la plateforme de gestion des consentements? C'est Fair and Smart ou il y a un autre nom? Alors, oui, la plateforme s'appelle Right Consents, donc voilà, comme en anglais, le bon consentement de Fair and Smart, effectivement. Donc, n'hésitez pas pour celles et ceux qui souhaiteraient avoir plus d'informations. Voilà, sachant que le consentement est vraiment quelque chose de personnel, c'est l'émanation des souhaits, de la volonté de quelqu'un, et je connais pas d'entreprise ou pas d'administration qui n'est pas là avant tout pour servir son client, lui faire plaisir, prendre soin de ses préférences ou chercher à le satisfaire. Donc recueillir les choix et les préférences de quelqu'un, quelque part c'est se préparer à entretenir la confiance avec lui et à améliorer la relation. Donc pour moi c'est positif. Entendu. Et Sandrine, si vous aviez un ou deux conseils finaux à donner aux DPO qui nous écoutent ou à tous ceux qui manipulent des données et des consentements? La nécessité d'intégrer le DPO dès la conception du projet. Voilà, c'est vraiment pour réfléchir ensemble et ne pas arriver avec un projet fini ou à moitié fini. C'est vraiment travailler pour être intégré dès la conception du projet, pour essayer de trouver des solutions en amont. Parce qu'aujourd'hui, les problèmes sont quand même de consentement, sont quand même importants. Ouais. Entendu. Écoutez, merci à tous les deux. Merci pour toutes ces informations. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à une prochaine fois. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir.